tous. Alors, on continue l'étude des mouvements dans un champ de pesanteur uniforme, avec cette fois-ci le cas où on a une vitesse initiale quelconque. Alors, la situation concrète est la suivante. On a Roméo qui se tient à une distance d. Ah, alors attendez. Voilà. Qui se tient à une distance d de la maison de Juliette. Il lance un caillou de masse m vers sa fenêtre qui a une hauteur petit l et qui est située à la hauteur grand H du sol. La pierre quitte la main de Roméo avec une vitesse initiale, donc il la lance évidemment, et la vitesse initiale a comme valeur VI et elle fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. À cet instant, la pierre se trouve à une hauteur h égale 2 mètres du sol. Donc c'est-à-dire que la main de Roméo se trouve à 2 mètres du sol. L'origine du repère qu'on va prendre, du repère cartésien d'espace, est pris au niveau du sol, d'accord, à l'endroit où se trouve Roméo. L'axe vertical est orienté vers le haut et le référentiel est supposé galiléen. Le champ de pesanteur est uniforme et vaut, donc sa valeur c'est 9,81 mètres par seconde au carré. On vous donne évidemment les données, 2 mètres, 1 mètre, 4,5 mètres et l'angle alpha qui vaut 60 degrés. Donc quand vous en avez besoin, vous avez les données numériques. Alors on y va. On nous demande d'abord de faire le schéma de la situation. Alors, je vous ai fait le schéma, fait un dessin parce que c'était compliqué avec la tablette graphique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce schéma? Bah, c'est déjà que vous avez la pierre, donc dans la main de Roméo, je n'ai pas dessiné Roméo évidemment, hein, d'accord? Vous avez la pierre qui se trouve ici à t égale 0. Cette pierre, elle est à une hauteur petit h du sol. Ensuite, elle est envoyée avec une vitesse initiale VI, donc je représente le vecteur vitesse initiale, qui fait un angle alpha avec l'horizontale que j'ai représentée en pointillé. Ensuite, la maison de Juliette, donc le mur, se trouve à une distance petit d de Roméo. D'accord? La fenêtre se trouve à une hauteur grand H et à une hauteur de petit l. D'accord? Donc le but, c'est quoi? C'est évidemment de savoir si la pierre qui va être lancée comme ça, qui va avoir une certaine trajectoire, arrive dans la fenêtre de Juliette ou pas. En gros, est-ce que ça a été lancé assez fort pour pouvoir arriver dans la fenêtre? Ou trop fort et ça passe au-dessus, ou pas assez fort et ça passe en dessous. Alors évidemment, ce qu'on représente également sur ce schéma, c'est le repère cartésien. Donc O ici, l'origine qui est au niveau du sol, l'axe OX avec son petit vecteur unitaire I et l'axe OY avec son petit vecteur unitaire J. Donc l'axe OY vertical. Qu'est-ce que j'ai représenté également? J'ai représenté le vecteur champ de pesanteur, donc petit g, on peut le représenter n'importe où ici. C'est un vecteur vertical vers le bas. Et sa valeur, bon là on n'a pas de souci d'échelle, hein, mais toujours le même vecteur g que vous pouvez représenter partout, qui est donc dirigé suivant l'axe OY et qui va vers le bas. Ensuite, j'ai représenté également le poids P ici de la pierre, puisque vous avez la pierre, la seule force qui va s'appliquer, c'est le poids P. Donc vous avez le poids P dirigé verticalement vers le bas, sans souci d'échelle encore une fois. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ah oui, alors j'ai devancé un petit peu l'énoncé. Dans l'hypothèse où la pierre est en chute libre. Alors, chute libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va négliger les frottements et qu'il n'y aura que le poids P qui va s'appliquer. D'accord? Hop. On nous demande quoi? On nous demande de déterminer le vecteur accélération dans le référentiel terrestre, donc il va être considéré comme galiléen, en utilisant la deuxième loi de Newton. Alors, on y va. C'est un peu toujours le même style d'exercice, hein, vous en êtes rendu compte. Alors, première chose à faire, c'est définir le système d'études. Alors, le système d'études ici, c'est la pierre de masse petit m. Voilà. Ensuite, le référentiel. Le référentiel, il est terrestre, supposé galiléen. Alors, on peut largement le supposer galiléen parce que notre petite expérience, là, l'expérience de Roméo ne va durer que quelques secondes. Donc, pas de souci. Ensuite, au niveau du bilan des forces, alors je vais écrire force au singulier parce qu'ici on considère qu'on est en chute libre, donc que les frottements sont négligeables, il n'y aura que le poids qui s'applique. Et vous savez que le poids P s'exprime en fonction du champ de pesanteur. P égale la masse du système fois le vecteur champ de pesanteur petit g. Alors à partir de là, on applique
la deuxième loi de Newton. Donc, normalement, vous écrivez d'après la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'on a? Bah, la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures qui s'appliquent à mon système égale m, la masse du système, fois l'accélération. Alors, je vais écrire A tout seul. Ça serait bien d'écrire G, le centre d'inertie du système. Mais pour alléger un petit peu la notation, je vais mettre A tout court. Mais sachez que c'est forcément l'accélération du centre d'inertie du système, puisque ma pierre, je vais évidemment étudier sa trajectoire en prenant les différentes positions de la pierre, en prenant son centre de gravité. Alors là, ça serait par exemple les positions. Alors moi, là, ça irait pas dans la fenêtre, hein, donc c'est peut-être plus haut, on ne sait pas. OK? Donc, qu'est-ce que ça nous donnerait ici? Bah, il n'y a que le poids qui s'applique. Donc, la somme des forces extérieures égale P. Et donc, P serait égal à M fois l'accélération de mon système. Ce qui donnerait, bah, P, c'est M fois le vecteur champ de pesanteur. D'accord? Donc, du coup, ça nous donne mg égale M fois l'accélération. On simplifie par la masse, d'accord? Et ça nous fait G égale l'accélération. Donc, ça veut dire que l'accélération est égale au vecteur champ de pesanteur. Donc, comme le vecteur champ de pesanteur est vertical vers le bas et a comme valeur petit g, bah, l'accélération sera verticale vers le bas et aura comme valeur petit g. Pour la suite, on va donner les coordonnées dans notre repère du vecteur accélération. Alors, pour ça, il faut donner les coordonnées du vecteur g. Alors, regardez le vecteur g. Il est comment? Il est dirigé verticalement. Donc, il a la même direction que l'axe OY, donc la même direction que le vecteur unitaire J. Direction, c'est donné par une droite, hein. Donc, ça veut dire que G va pouvoir s'exprimer en fonction du vecteur unitaire J. Pour la direction, au niveau du sens, bah, on voit que le vecteur G est dirigé vers le bas, le vecteur J est dirigé vers le haut. Donc, attention, ils ont un sens opposé, donc un signe moins. Donc, petit g a même direction que J et a même sens que moins J. D'accord? Au niveau de la valeur du vecteur G, bah, c'est G sans la flèche. Du coup, on arrive à l'expression du vecteur G, l'expression vectorielle, c'est le vecteur G égale moins G fois le vecteur J. D'accord? Donc, ça veut dire aussi que c'est plus 0 fois le vecteur I. OK? Bah, il n'y a rien sur le vecteur I puisque le vecteur G est dirigé à la même direction et le même sens que le vecteur J. Donc, si je réécris ça pour faire ça bien, si je dis que c'est 0 fois le vecteur I plus moins G fois le vecteur J, d'accord? Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0, c'est la coordonnée du vecteur G sur l'axe OX et que moins G, c'est la coordonnée du vecteur G sur l'axe OY. Donc ça veut dire, je vais un petit peu au-dessus, que le vecteur G a comme coordonnée Gx égale 0 et Gy égale moins G. D'accord? Et donc ça veut dire, parce que c'est ce qu'on voulait nous, hein, nous on voulait l'accélération, bah, ça veut dire que l'accélération a comme coordonnée AX, alors je ne sais pas pourquoi ça fait ça, c'est pas grave, AX égale 0 et AY égale moins G. D'accord? Donc on a la première question, on a les coordonnées du vecteur accélération. Bon, c'est toujours un petit peu la même chose. On continue. Alors, on nous demande les équations horaires du mouvement et on nous les donne. Donc, en fait, on nous demande de trouver les équations horaires en fonction du temps de notre mouvement ici. Donc, c'est x en fonction de t, y en fonction de t. Donc, vous avez les expressions. Et ce sont en fait les coordonnées du vecteur position OM. Donc, si j'appelle le point caractéristique de la pierre M, le vecteur position cherché serait OM. Et on veut la coordonnée X et la coordonnée Y du vecteur position. OK? Nous, pour l'instant, on a les coordonnées du vecteur accélération. Alors, vous savez que la technique, c'est déjà de trouver les coordonnées du vecteur vitesse et ensuite de trouver les coordonnées du vecteur position. Alors, on y va. Juste, je fais un petit réglage. Non, c'est bon. On est bon. Alors, on y va pour les coordonnées du vecteur vitesse. Alors vous, il ne faut pas écrire trop gros parce que, bon, j'ai laissé de la place, mais ce n'est pas évident. Alors, coordonnées du vecteur vitesse, comment on va faire?
Bah déjà, il faut se souvenir que l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que les coordonnées du vecteur accélération sont les dérivées des coordonnées du vecteur vitesse. Donc ça veut dire que AX, c'est la dérivée par rapport au temps de la coordonnée du vecteur vitesse sur l'axe OX, donc Vx. D'accord? Alors c'est tout fonction de temps, du temps, hein. Ok, je l'écrirai après, mais pour ne pas surcharger, là je ne l'écris pas. Et c'est égal à 0. Et AY, donc la coordonnée du vecteur accélération sur l'axe OY, n'est ni plus ni moins que la dérivée par rapport au temps de VY. Et ce sera ici égal à moins G. Donc, qu'est-ce qu'il me restera à faire pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse? Bah, il faut que je cherche les primitives de 0 et de moins G. Pourquoi? Parce que là, j'ai la dérivée de Vx qui vaut 0. Et il faut que je trouve Vx. Donc, il faut que je trouve la fonction du temps qui, si je la dérive, me donne 0. Alors, quelles sont les fonctions qui, si on les dérive, donnent 0? Ce sont les constantes. Donc, ça veut dire que pour le vecteur vitesse, la coordonnée Vx sera égale à une constante que je vais appeler C1 puisque c'est la première. Pour Vy, bah, je fais pareil. Je cherche la fonction qui, si je la dérive, me donne moins G. Alors, moins G, c'est une constante, c'est moins 9,81. Donc, il faut trouver une fonction du temps qui, si vous la dérivez, donne moins G. Bah, cette fonction, ce sera moins G fois T, puisque la variable, hein, c'est T. Donc, moins G fois T plus, alors, plus une constante, puisque quand je dérive une constante, bah, ça me donne 0. Bah, forcément, toutes les primitives seront... Alors là, il n'a pas voulu me faire ce que je voulais. Toutes les primitives, bah, il y aura évidemment une constante ajoutée. OK? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Bah, il nous faut trouver les valeurs de ces constantes. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Pour trouver les valeurs de C1 et de C2, il nous faut à un instant donné, donc à un instant t, puisque tout est en fonction de t ici. Donc, si je le rajoute, ça fait Vx de t et Vy de t. Il faut que je trouve un instant t où je connais les valeurs des coordonnées de la vitesse. Alors, la seule chose que je connais, moi, c'est la valeur c'est le vecteur vitesse à t égale 0. On l'appelle VI. Donc là, j'ai refait un petit schéma avec, alors c'est pas vraiment l'origine du repère, mais presque, hein. Ici, c'est là où il y a Roméo, la main de Roméo qui va lancer la pierre. Okay, si je dessine le repère OXY à ce niveau-là, bah, ça nous donne ce qui est représenté ici. Donc, on va se servir de quoi? Comme on le fait d'habitude, de ce qu'on appelle les conditions initiales. Initiales parce que c'est AT égale 0. Donc, AT égale 0. Alors, c'est de pire en pire. Voilà. Donc, AT égale 0. Qu'est-ce qu'on a? Bah, pour la vitesse, on sait que le vecteur vitesse, AT égale 0, donc V0, hop, il se note VI. D'accord? Donc, on connaît les coordonnées du vecteur vitesse initiale, c'est-à-dire V à t égale 0. VI, on va chercher VIX et VIY. Alors, comment on fait? Bah, pour connaître ces coordonnées, on va projeter le vecteur vitesse VI sur l'axe OX, donc perpendiculairement, et on arrive à quoi? Bah, si on projette, on arrive à ceci. D'accord? Et ça, c'est quoi? Bah, c'est la coordonnée du vecteur vitesse sur l'axe OX, c'est Vx. Et alors, comment l'exprimer? Bah, on a l'angle alpha et on a le vecteur vitesse VI qui a une norme VI sans la flèche. OK? Bon, bah là, on voit un triangle rectangle, donc on peut penser à la trigonométrie. VIX, ce serait le côté adjacent, donc on peut très bien exprimer, pourquoi pas, le cosinus de l'angle alpha. Qu'est-ce que c'est que le cosinus de l'angle alpha dans ce triangle? Bah, c'est côté adjacent, donc VIX, sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, elle a quoi comme taille? Quoi comme valeur? VI. OK? Donc, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est VIX. Ouh là là, c'est de pire en pire. Voilà. Donc, VIX, ce sera quoi? Bah, ce sera VI fois cos alpha. VI fois cos alpha. D'accord? Donc, VIX, ce sera VI fois cosinus de l'angle alpha.
Ensuite, pour VY, bah, je vais projeter VI perpendiculairement sur l'axe OY. D'accord? Donc là, ça nous donne quoi? Ça nous donne ça, VI, Y. Alors, cette distance-là, on la retrouve aussi, si vous en êtes d'accord, ici. Donc ici, j'ai aussi VI, Y. Et là, je vois que c'est le côté opposé à l'angle alpha. Donc, je pourrais très bien dire que sinus de l'angle alpha, donc là, on avait cosinus, là, on a sinus. Sinus de l'angle alpha égale côté opposé, donc VI, Y, sur l'hypoténuse VI. D'accord? Donc, ça entraîne que VI, Y égale VI sinus alpha. D'accord? Donc, VIY égale VI fois sinus de l'angle alpha. Et voilà. Donc, c'est pas fini. C'est-à-dire que, ah oui, juste, hop, voilà, j'ai oublié un truc. C'est que VIX et VIY sont les coordonnées du vecteur vitesse à t égale 0. Et nous, on a trouvé que Vx pour n'importe quel t, c'est C1. Donc à t égale 0, ce sera également égal à C1. Et que Vy à n'importe quel t, c'est moins gt plus C2. Donc à t égale 0, ce sera moins g fois, on est à t égale 0, donc on remplace t par 0, plus C2. C'est-à-dire, moins g fois 0, ça fait 0, plus C2, C2. OK? Donc, on arrive à trouver les valeurs de C1 et de C2. Donc, C1 serait égal à VI cosinus alpha. Et C2 serait égal à VI, là c'est un égal, hein, hop, serait égal à VI fois sinus alpha. Voilà. Donc, du coup, tout ça pour arriver aux coordonnées du vecteur vitesse qui sont Vx de t égale et Vy de t égale. Alors, Vx de t, ça nous donne C1. Et C1, on a dit que c'était VI fois cos alpha. Et Vy de t, c'est quoi? C'est moins gt. Hop, je vais l'écrire après. Plus C2. Et C2, c'est VI fois sinus alpha. Et voilà les coordonnées du vecteur vitesse. Donc, je vais mettre le t en couleur. Voilà. Et voilà les coordonnées du vecteur vitesse. Alors, on n'est pas encore tout à fait rendu, puisque là, on a les coordonnées du vecteur vitesse et que nous, on veut les coordonnées du vecteur position. Alors, c'est pareil, on va faire la même chose en écrivant à quoi est égal le vecteur vitesse par rapport au vecteur position. Donc, on s'intéresse maintenant au vecteur position OM. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le vecteur vitesse, c'est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Donc, ça veut dire que les coordonnées du vecteur vitesse sont les dérivées des coordonnées du vecteur position. Donc, ça veut dire que Vx de t est égal à la dérivée par rapport au temps de x de t. D'accord? Et c'est égal, on a dit, à VI fois cosinus alpha. Et VY, c'est la dérivée par rapport au temps de la coordonnée du vecteur position sur l'axe Y, Y de t. Et on a trouvé que c'était moins GT plus VI fois sinus alpha. Donc j'écris le t en couleur pour que vous voyez bien que c'est la variable. D'accord? Donc là, on va faire pareil. Nous, on cherche x et y. Donc, on va chercher les fonctions qui, si je les dérive, me donnent VI cos alpha et moins GT plus VI sinus alpha. Ah, il m'a encore fait le même coup. Hop, voilà la variable. Donc, pour ça, on va chercher les primitives. D'accord? Donc, on cherche les primitives de VI cos alpha déjà. Donc, pour avoir les coordonnées du vecteur position.
Alors, x de t, c'est quoi la fonction qui, si je la dérive, me donne VI cosinus alpha? VI va être connu. Vous voyez dans l'énoncé, il est égal à 10 mètres par seconde. Alpha est connu, 60 degrés. Donc VI fois cos alpha, c'est connu, c'est une constante. C'est comme si on avait marqué 2, d'accord? Sauf que ce sera 9,8 fois 10. Donc en gros, pas 9,8, qu'est-ce que je dis? Ce sera 10 fois cosinus 60. N'importe quoi. Donc du coup, bah, c'est une valeur constante. Donc c'est quoi la fonction qui, si je la dérive, me donne une valeur constante? Bah, c'est cette constante fois t, donc VI cosinus alpha fois t, plus bah, n'importe quelle autre constante, parce que quand je dérive une constante, ça donne 0. Donc forcément, il y a plusieurs primitives possibles, puisque je peux rajouter n'importe quelle constante. Maintenant, pour pour la primitive de moins gt plus VI sinus alpha. Alors, vous pouvez chercher d'abord la fonction qui, si vous la dérivez, vous donne VI sinus alpha. Donc, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire. Ce sera VI fois sinus alpha fois t. Et on rajoutera une constante C4. Donc, déjà, on peut faire cette partie-là. Et ensuite, bah, on peut chercher la primitive, donc voilà, de moins gt. Alors, quelle est la technique? Bah, toute simple. Moins g, c'est une constante. Donc, la primitive de cette fonction-là, ce sera moins g fois la primitive de t. Qu'est-ce que c'est que la primitive de t? Bah, c'est t au carré sur 2. Sur 2 parce que la primitive, si vous dérivez t au carré, ça fait 2t. Donc, pour avoir t tout court, il faut diviser par 2. D'accord? Donc, la primitive ici, ce sera t au carré sur 2. Donc, je change. Hop. Voilà la primitive de moins gt plus VI sinus alpha. Ce sera moins gt carré sur 2 plus VI sinus alpha fois t plus C4. Alors, qu'est-ce qui nous manque encore ici? Bah, C3 et C4. Donc là encore, il faut qu'on connaisse un instant t pour lequel on connaît les coordonnées du vecteur position. Alors, bah, c'est comme tout à l'heure, il n'y a que à t égale 0 qu'on connaît la position de la pierre. Donc, les conditions initiales nous disent que à t égale 0, où se trouve la pierre? Alors, on va aller regarder le schéma. Donc, OM à t égale 0. On aura quoi pour x à t égale 0 et pour y à t égale 0? Allons voir ça. Alors, si on regarde le schéma, on voit que la pierre, au départ, elle se trouve ici. D'accord? Donc, ça veut dire que ce point-là, ce serait le point M à t égale 0. On aurait quoi? Bah, x0, bah, c'est 0. D'accord? Par contre, y, ça vaut petit h. Donc, les conditions initiales pour le vecteur position, ce sera x0 égale 0 et y0 égale petit h. Mais x à t égale 0, c'est quoi? Bah, on regarde, hein, nous, on a x pour tout t. Donc, du coup, on remplace t par 0. Ça fait VI cos alpha fois 0 plus C3. Donc ça, bah, VI cos alpha fois 0, ça fait 0. Donc il nous reste C3. OK? Pour Y0, bah, c'est quoi? C'est moins G fois 0 au carré sur 2. Je remplace T par 0, puisque c'est Y à T égale 0, plus VI fois sinus alpha fois 0, plus C4. D'accord? Bah ça vaut quoi? Ça vaut 0. Ça vaut 0. Il me reste C4. Donc au final, ça nous permet de trouver C3 et C4. C3, ça nous fait bah, 0. Et C4, ça nous fait, hop, H, petit h. OK? Donc du coup, on arrive enfin à trouver les équations horaires du mouvement, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur position en fonction du temps. X de t sera égal à VI fois cosinus alpha t, je vais le mettre ensuite, plus C3, et C3 vaut 0, donc ça fait VI cosinus alpha t. Voilà. Hop. Et pour Y, alors on a quoi au final? On a Y de t qui vaut, alors attention, moins G, alors je peux mettre le sur 2 ici si je veux, hein, moins G
sur 2 fois t au carré, je vais l'écrire ensuite, plus VI fois sinus alpha fois t, je vais l'écrire ensuite, et C4 c'est petit h. Et voilà, donc je remplace, voilà, donc ça me fait moins G sur 2 fois t au carré, plus VI sinus alpha t, plus alpha. Alors, vous pouvez regarder l'énoncé, on l'avait tout à l'heure, c'est évidemment ce qu'il fallait démontrer. On est content. OK? Alors, c'est pas tout à fait terminé. Qu'est-ce qu'on nous demande? Parce que là, on n'a pas Roméo atteint-il sa cible? Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'en déduire l'équation de la trajectoire de la pierre. Alors, c'est quoi la trajectoire de la pierre? Je vous ai mis les positions ici possibles de la pierre. Donc, c'est ça la trajectoire. Donc, c'est quoi? C'est Y, pardon, c'est hop là, voilà. Donc la trajectoire de la pierre, ce sera quoi? Ce sera Y en fonction de X. Donc c'est ça qu'il va falloir déterminer. Il va falloir qu'on détermine Y en fonction de X. Voilà, c'est de pire en pire la tablette. Voilà. Y en fonction de X. Donc nous, on a X en fonction de T, Y en fonction de T. Donc il va falloir se débarrasser de T et exprimer Y en fonction de X. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on isole le T dans la première équation et on remplace, on injecte dans la deuxième équation. Alors on y va pour l'équation de la trajectoire. Hop. Alors, équation de la trajectoire. Donc je vais me... Oh là 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 là. Donc équation de la trajectoire. On y va. Donc nous, on a x de t égale vi cos alpha t. Je vais appeler ça l'équation numéro 1. Y de t, je vais appeler cette équation numéro 2. D'après l'équation numéro 1, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? On va pouvoir écrire que t, c'est égal, hop, donc t est égal à quoi? Je fais passer vi cos alpha de l'autre côté et j'arrive à quoi? J'arrive à t qui est égal à x. Alors, je vais enlever le t pour ne pas surcharger, puis surtout qu'ensuite, on va vouloir y en fonction de x. Et je divise par vi fois cosinus alpha. D'accord? Et ensuite, je vais prendre la deuxième équation et je vais remplacer t par x sur vi cosinus alpha. Donc, ça me fait y égale moins g sur 2 fois t au carré. T, c'est x sur vi fois cosinus alpha. Il faut que j'élève tout ça au carré. Alors attention, ça fait x carré sur vi carré fois cos alpha carré. Tout est élevé au carré du coup. Plus vi fois sinus alpha fois t. Et t, c'est x sur vi fois cosinus alpha. D'accord? Plus h. Voilà. Alors, je vais simplifier un petit peu. Alors, le début, on ne peut pas simplifier. Ça fait moins g sur 2. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le x carré en... Donc ça, je peux le faire. Ça fait 2 fois vi au carré fois cosinus carré alpha. Le tout multiplié par x carré. On fait ressortir un petit peu le x. D'accord? Plus, alors, vi sur vi, ça s'en va. Et sinus alpha sur cosinus alpha, c'est la définition de la tangente de l'angle alpha. Donc, ça fait tangente alpha fois x. Et j'oublie pas, plus h. OK? Et voilà l'équation de la trajectoire. Alors, c'est quoi? On voit que moins g, on connaît g, on connaît vi, on connaît cos alpha. Donc, ça, c'est une constante avec un signe moins, mais c'est une constante. Donc, on aurait quelque chose du type y égale a fois x carré plus tangente alpha, c'est tangente 60, c'est une constante, donc fois b fois x plus h, c'est une constante c. Donc ça, c'est évidemment l'équation d'une parabole. Donc on a effectivement une parabole pour la trajectoire de la pierre. Donc tout ça pour arriver à quoi? Pour savoir si Roméo il va taper dans le 1000 ou pas. Donc la question est, la dernière, on a une vitesse initiale qui vaut 10 mètres par seconde. D'accord? On vous demande, la pierre atteindra-t-elle la fenêtre de Juliette? Alors, on regarde un petit peu notre schéma. À quelles conditions
la pierre atteindra-t-elle la fenêtre de Juliette? Alors, il faut que la pierre, elle arrive là, entre là et là. OK? Pour quelle abscisse? Pour quand je suis ici. Quand la pierre arrive à cette abscisse-là, faut qu'elle arrive par là. D'accord? Sinon, ça ne rentre pas. Donc, on est à quelle abscisse? Je vais l'appeler XF. C'est quoi? C'est D. Quand je suis à XF égale D, il faut que YF, d'accord? Ça soit par là. Donc, compris entre quoi et quoi pour que ça tape dans la fenêtre? Compris entre H et H plus petit l. D'accord? Donc, si notre YF est compris entre H et H plus petit l, alors Roméo aura atteint sa cible. Sinon, non. Alors, ça nous ferait quoi comme valeur? Ça nous ferait grand H 4,50 m. Voilà. Et grand H plus petit l c'est 1 mètre. OK? Vous l'avez là. Tac. Et grand H, c'est 4,50 m. Donc, il faut que ce soit inférieur à 5,50 m. Donc, il faut que ce soit compris entre 4,5 m et 5,5 m. OK? Alors, comment on va faire tout simplement? On sait que X doit être égal à D et on cherche le Y correspondant. On a l'équation de la trajectoire, donc il n'y a pas de souci. Donc, ça nous donnera quoi? Au final, on va remplacer, donc on va dire que X est égal à D et on va trouver le Y correspondant. Alors, on remplace X ici par D et le tour est joué. Donc, ça fait moins G sur 2 fois VI carré, alors il ne faut pas oublier les carrés à chaque fois, fois cos carré alpha fois D au carré, et D c'est 2 mètres, on connaît, plus tangente alpha fois D plus petit h. D'accord? Alors, vous remplacez tout par les valeurs en faisant très attention à mettre votre calculette en degrés, puisque alpha va être égal à 60 degrés. Donc, il faut que vous calculiez le bon cosinus. Donc, vous mettez bien alpha en degrés et vous trouvez le résultat. Alors, ça nous donne quoi? Je vous montre. On arrive à ici, donc vous remplacez tout par les valeurs et on arrive à 4,7 mètres. Donc, YF est bien compris entre 4,50 m et 5,50 m. Donc, Roméo atteindra sa cible et il atteindra bien la fenêtre. Voilà pour cet exercice. Alors, on continue avec le dernier mouvement, mais cette fois-ci d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Donc, on change un petit peu de sujet, c'est plus dans un champ de pesanteur uniforme, mais dans un champ électrique uniforme. Alors, on vous propose un électron de masse petit m qui pénètre au point O que vous avez ici dans un champ électrique, donc champ électrostatique uniforme E. Uniforme, ça veut dire que ce champ électrique aura toujours même direction, même sens et même valeur. Ce champ E est créé entre deux plaques d'un condensateur qui sont des plaques qu'on appelle des armatures parallèles et horizontales et elles ont toutes les deux une longueur petit l qui vaut 10 cm. Donc c'est un condensateur et il faut savoir que quand vous avez deux plaques comme ça, une chargée positivement et une chargée négativement, vous aurez création d'un champ électrique uniforme entre ces deux plaques et ce champ partira toujours de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Donc vous aurez toujours le vecteur E dans ce sens et perpendiculaire aux plaques. Toujours. Donc ici, on vous donnait le champ E, il était représenté par ce vecteur-là. On vous dit qu'il y a un électron, donc attention, c'est un électron qui pénètre au milieu des armatures, ici, avec une vitesse V0, donc représentée par le vecteur V0 ici, et on vous donne la valeur de V0, 3 10 puissance 7 mètres par seconde, et la vitesse fait un angle alpha avec l'horizontale. D'accord ? Donc, on vous demande d'établir les équations horaires du mouvement, donc x de t, y de t, pour les positions de l'électron. Ensuite, d'établir l'équation de la trajectoire, d'accord, comme d'habitude. Et ensuite, de déterminer les coordonnées du point de sortie de l'électron hors de la zone entre les plaques. Donc, l'électron, il part de là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être passé comme ça? Est-ce qu'il va partir comme ça? Mais en tout cas, on veut savoir quand il arrive ici, là,
à la sortie des plaques, bah, où il sort. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? On ne sait pas. D'accord? Donc voilà le but un petit peu de cet exercice. Alors avant juste de commencer, un petit truc important, c'est que oui, on vous donne des données expérimentales, hein, des données sur la valeur du champ E. La petite e, alors qu'est-ce que c'est que petit e? C'est la charge électrique d'un proton. Donc petit e, c'est ce qu'on appelle la charge élémentaire, 1,60 10-19 coulombs. Alors il faut savoir que, évidemment, un électron, qu'est-ce que c'est? Donc on écrit en général E-. Bah, il faut savoir que la charge qu'on appelle Q d'un électron, c'est moins petit e. OK? Donc c'est moins cette valeur-là. Donc il va falloir faire attention à ça. Ensuite, on vous donne la masse d'un électron, 9,11 10-31 kg. Donc c'est très très faible. Et vous devez vous souvenir, je pense, que la masse d'un électron par rapport à la masse d'un proton est vraiment très 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 petite. Donc en général, on néglige la masse des électrons. Ensuite, ici, l'angle alpha vaut 30 degrés. Et alors justement, comme la masse des électrons est très petite, ici, on négligera le poids de l'électron devant la force électrostatique à laquelle il est soumis. Et oui, parce que l'électron ici peut être soumis à deux forces. D'abord, la force électrique, à cause de la présence du champ électrique E, et le poids. Or, vu que la masse est très faible, on va négliger le poids. Donc, on négligera le poids P, on ne le prendra pas en compte et il y aura présence uniquement de la force électrique. Alors pourquoi ici j'ai dessiné la force électrique comme ça? Alors il faut vous souvenir que la force électrique, bah, c'est Q de la charge de la particule qui est notre système fois le champ électrique E. Ici, notre système, c'est un électron. Ok? Donc si je commence à faire l'analyse de ma situation. Alors là, je prends la correction pour que ça aille un petit peu plus vite. Notre système, c'est l'électron de masse m, le référentiel terrestre galiléen, évidemment, et le bilan des forces. Alors, on néglige le poids, mais il y a la force électrique qui vaut Q fois le vecteur, le champ E, et Q, bah, c'est la charge d'un électron, et la charge d'un électron, c'est moins E. Donc, la force électrique s'exprimera par moins E fois grand E, le champ électrique. D'accord ? Alors, à partir de là, on nous demande les équations horaires. Donc, bah, c'est toujours la même méthode. D'abord, deuxième loi de Newton. Ensuite, on trouve les coordonnées du vecteur accélération. On en déduit les coordonnées du vecteur vitesse, puis les coordonnées du vecteur position. Alors, au niveau de la deuxième loi de Newton, donc elle nous dit que la somme des forces extérieures égale m, la masse du système, fois l'accélération de son centre de masse. Ici, la seule force qui s'applique, c'est la force électrique, donc F égale m fois Ag. La force électrique s'écrit moins E fois le champ électrique, grand E, donc égale m fois Ag. Donc si je fais passer le m de l'autre côté, j'arrive à l'accélération qui est égale à moins E sur petit m, la masse de l'électron, fois grand E. D'accord? Donc attention, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que l'accélération a la même direction que le champ E. Donc, l'accélération aura la même direction, ce sera la verticale. Ok? Ensuite, au niveau du sens, vous voyez le petit signe moins ici. Ça veut dire que l'accélération aura un sens contraire au champ E. Donc, si le champ E est dirigé comme ça, bah, l'accélération, elle, sera dirigée comme ça. D'accord? Ok? Bah, comme la force F en fait, hein, évidemment, puisque M, on a Ag, bah, ça sera grand F sur M finalement. Donc même direction et même sens que la force F. C'est logique. Et au niveau de la valeur de l'accélération, bah, si on suit évidemment ce qu'on vient de trouver, ça veut dire que la valeur de l'accélération Ag, ce serait moins E sur M fois E. D'accord? Alors en valeur absolue, hein, puisqu'on veut la valeur ici. Donc on aurait E sur M fois E si on veut que la valeur en fait. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait évidemment le signe moins. D'accord? Donc du coup, on aurait tout ce qui concerne le vecteur accélération. Alors, à partir de là, on va essayer de trouver les coordonnées. Alors, au niveau du champ E, si vous le regardez bien, il est vertical vers le haut. Donc, si j'ai mon petit système d'axes ici, on aurait l'axe Y avec un petit vecteur unitaire J. On aurait l'axe X avec un petit vecteur unitaire I. D'accord? Ben, on voit que le champ E
a même direction et même sens que le vecteur J. Donc ça veut dire que le champ E va s'écrire quelque chose fois le vecteur J. D'accord? Même direction et même sens. Au niveau de la valeur, bah, c'est E, évidemment, sans la flèche. Donc on aurait le vecteur E, ce serait E fois J. Même direction et même sens que J, et la norme, c'est E. Donc ça voudrait dire que le champ E, quelles seraient ses coordonnées? EX, bah, il n'y a rien, d'accord, puisque c'est uniquement suivant le vecteur J, donc 0, et EY, bah, E. D'accord? Donc ça, les coordonnées du champ E. Oh, du coup, donc c'est ce que je vous ai écrit ici. Alors là, j'avais mis les trois axes, mais on est évidemment dans le cas d'un mouvement plan, donc EZ, on s'en fiche, ok, et AZ également. Donc, nous, on veut l'accélération. Alors, l'accélération, c'est moins petit e sur m fois e. Donc, les coordonnées de A, ce sera moins e sur m fois les coordonnées de e. Donc, pour AX, c'est moins e sur m fois 0. Donc, ça fait 0. Et pour AY, c'est moins e sur m fois e. Donc, moins e sur m fois e. Au passage, on regarde. Hein, AY, il y a un signe moins. Est-ce que c'est logique? Bah, le vecteur A, il est bien suivant l'axe OY, mais il est dirigé dans le sens opposé. Donc, il y a bien le moins. Il n'est pas dans le même sens que E. Donc, on est raccord par rapport à ce qu'on voyait là. OK? Donc, voilà pour les coordonnées du vecteur accélération. On passe maintenant, pour trouver les équations horaires du mouvement, aux coordonnées du vecteur vitesse. Alors, comme d'habitude, c'est toujours la même technique. L'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc, les coordonnées de l'accélération sont les dérivées des coordonnées du vecteur vitesse. AX, c'est la dérivée par rapport au temps de Vx, et on a trouvé que c'était égal à 0. AY, c'est la dérivée par rapport au temps de Vy, et on a trouvé que c'était moins petit e sur m fois grand t. Donc, pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse, je vais chercher les fonctions qui, si je les dérive, me donneront 0 pour Vx et moins e sur m fois e pour Vy. Alors, quelle est la fonction du temps qui nous donne 0 si je la dérive? C'est une constante que j'appelle C1. Donc, Vx de t égale C1. Quelle est la fonction du temps si je la dérive, me donne moins e sur m fois grand E? Ça, c'est une constante. Hein. E, c'est connu. M, ça a une valeur aussi connue. Et E, c'est connu. Donc, tout ça, c'est une valeur constante. Donc, c'est la constante fois t, la primitive, plus n'importe quelle constante, C2. Donc, Vy sera égal à moins E sur m fois grand E fois t plus C2. Donc, il nous reste à trouver C1 et C2. Alors, pour ça, toujours la même chose. Il nous faut connaître les coordonnées du vecteur vitesse à un instant donné précis. Donc, le seul instant pour lequel on connaît les coordonnées, c'est le temps t égale 0. Alors, puisqu'ici, on sait qu'à t égale 0, on a le vecteur vitesse V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc, j'ai refait le petit schéma ici. Donc, à t égale 0, qu'est-ce qu'on a pour V0? Alors, V0 est représenté ici. Je le projette perpendiculairement sur l'axe OX et je trouve ceci qui correspond à la coordonnée V0x du vecteur V0, c'est-à-dire Vx à t égale 0. C'est exactement la même chose. D'accord? Et alors, à quoi c'est égal? On voit que c'est le côté adjacent de l'angle alpha dans ce triangle rectangle. Donc, on voit que cosinus de l'angle alpha, c'est égal à V0x sur l'hypoténuse V0. Donc, on arrive à V0x égale V0 fois cosinus de l'angle alpha. Donc, V0x égale V0 cos alpha et est également égal à t égale 0 à C1. D'accord? Donc, on a ça. Pour V0y, on fait pareil. Je prends V0, je projette sur l'axe OY et je trouve ceci qui correspond à V0y, qu'on peut aussi écrire Vy à t égale 0. D'accord? Bon, qu'est-ce que je vois? Je vois que cette distance-là, je la retrouve également ici. Ça, c'est V0y. Et je vois que ça, c'est le côté opposé de l'angle alpha. Donc, du coup, si j'utilise encore une fois la trigonométrie, je vais avoir que sinus de l'angle alpha, c'est côté opposé, c'est-à-dire V0y, sur l'hypoténuse V0.
Donc du coup, V0y sera égal à V0 fois sinus de l'angle alpha. Donc on arrive à V0y égale V0 sinus alpha, mais est également égal à Vy, mais à t égale 0, donc je remplace t par 0, ça fait moins petit e sur m fois grand E fois 0, plus C2. Bon ça, évidemment, ça fait 0, donc j'arrive à C2. Au final, C1 égale V0 cos alpha et C2 égale V0 sinus alpha. Ça doit vous rappeler quelque chose. Du coup, on arrive aux coordonnées du vecteur vitesse. Vx de t égale V0 cos alpha et Vy de t égale moins E sur m fois grand E fois t plus C2 et C2 c'est V0 sinus alpha. Donc on arrive aux coordonnées du vecteur vitesse. Bon, nous on veut les équations horaires du mouvement, il nous faut donc les coordonnées du vecteur accélération. Donc on continue pour les coordonnées du vecteur position, pardon, pas accélération bien sûr, du vecteur position, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur OM en fonction du temps. Alors on sait que le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Donc au niveau des coordonnées, les coordonnées du vecteur vitesse seront les dérivées des coordonnées du vecteur position, sachant que le vecteur position, je vous le rappelle, a comme coordonnées dans notre repère ici, x de t et y de t. Donc, on a Vx, on a dit qu'il vaut V0 cos alpha, et c'est aussi la dérivée de x par rapport au temps. Vy, c'est tout ça, on vient de le voir, et c'est aussi la dérivée de y par rapport au temps. Donc, on va chercher les primitives, c'est-à-dire les fonctions qui, si je les dérive, me donnent V0 cos alpha et moins E sur m fois grand E fois t plus V0 sinus alpha. Donc, je commence par ça. Quelle est la fonction x qui, si je la dérive, me donne V0 cos alpha, c'est-à-dire une constante. V0, c'est une valeur connue, alpha aussi, donc ça, c'est une constante. C'est quoi cette fonction qui, si je la dérive, me donne ça? C'est la constante fois t plus une autre constante C3 qu'on ne connaît pas. Donc, x de t égale V0 cos alpha fois t plus C3. Pour y, alors je fais déjà la primitive de V0 sinus alpha. C'est quoi la fonction qui, si je la dérive, me donne V0 sin alpha qui est une constante? C'est V0 sin alpha, cette constante, fois t. Il y aura évidemment plus C4 puisque la dérivée d'une constante est nulle. Et il me reste à trouver la primitive de moins E sur M fois E. Alors, fois t, pardon. C'est déjà moins petit e sur M fois E, donc ça je le garde, d'accord? Et je cherche la primitive de t. C'est quoi la primitive de t? C'est t au carré sur 2. Donc, du coup, la primitive de moins petit e sur m fois grand E fois t plus V0 sinus alpha, c'est moins petit e sur m fois grand E fois t carré sur 2 plus V0 sinus alpha t plus C4. Il nous reste à trouver les constantes. Alors là encore, il faut connaître les coordonnées du vecteur position à un instant précis. Le seul instant pour lequel on connaît la position de notre électron, c'est t égale 0. Alors on sait qu'à t égale 0, notre électron se trouve ici. Donc il se trouve au point O. Donc il a comme coordonnées 0, 0. X égale 0, Y égale 0. Donc du coup, à t égale 0, on sait que notre électron se trouve au point M0, si je l'appelle comme ça, de coordonnées x0 égale 0 et y0 égale 0. Donc les coordonnées initiales de mon vecteur position sont 0, 0. Donc x0 égale 0, c'est ce que je viens de dire, mais c'est égal à quoi aussi? C'est égal à V0 cos alpha fois 0 plus C3. D'accord? Donc ça, c'est égal à C3, puisque ça, là, ça fait 0. Ensuite, y0, on a dit ici, là, ça fait 0, mais ça fait aussi moins E sur M fois grand E fois 0 au carré sur 2, plus V0 sinus alpha fois 0. D'accord? Ça fait 0, ça fait 0, donc il nous reste C4. Donc là, c'est pratique, C3 égale 0 et C4 égale 0. Donc au final, les coordonnées du vecteur position sont x de t égale V0 cos alpha t fois t, je répète, x de t égale V0 cos alpha fois t, et y de t égale moins petit e sur 2m. Alors oui, le 2, il ne faut pas que ça vous perturbe, je l'ai fait passer à côté du m, mais j'ai tout à fait le droit puisque je divise ici, fois e fois t carré, c'est pour faire apparaître le t carré, plus V0 sinus alpha t.
Là, on a une constante fois t carré plus une constante fois t. Alors, voilà pour la première question où on nous demandait les équations horaires. Bah, c'est ça. Ça, ce sont les équations horaires du mouvement. On passe à l'équation de la trajectoire. Alors, l'équation de la trajectoire, c'est comme l'exercice précédent. La trajectoire ici, bah, on sait que l'électron, il va être emmené vers le bas. Hein, donc, évidemment, ça va faire quoi? Bah, peut-être des positions comme ça. Hop, l'électron, il va finir par retomber. Hein, c'est exactement comme une chute dans un champ de pesanteur uniforme avec une vitesse initiale. D'accord? Et donc, la trajectoire, bah, ça va être ça. Bah, c'est quoi? C'est Y en fonction de X. D'accord? Donc, il faut nous trouver Y en fonction de X. Nous, on a Y en fonction de T et X en fonction de T. Donc, on va éliminer T en utilisant la relation avec X, donc que j'appelle petit 1, et celle avec Y, petit 2. Donc, grâce à la relation petit 1, si je fais passer le V0 cos alpha T de l'autre côté, j'arrive à T égale X sur V0 cosinus alpha. Et ensuite, je n'ai plus qu'à réinjecter cette expression X sur V0 cos alpha à la place de T dans Y. Donc, ça me fait Y égale moins E sur 2M. Alors, attention à chaque fois que vous recopiez à ne pas oublier un carré ou quelque chose. Fois grand E, fois T au carré, donc X sur V0 cos alpha, le tout au carré. Donc là, je peux tout mettre au carré. X carré, V0 carré et cos alpha, attention, c'est pas alpha qui est au carré, hein, c'est le cosinus de alpha qui est au carré, plus V0 sinus alpha fois T, donc X sur V0 cos alpha, ça fait V0 sinus alpha fois X sur V0 cos alpha. Vous voyez que le V0 va s'en aller, d'accord? Et que sinus alpha sur cosinus alpha, c'est la définition de la tangente. Donc, on arrive à Y égale moins E sur 2M fois grand E, fois X carré sur V0 carré cosinus alpha carré, plus tangente alpha fois X. Ça, c'est l'équation de la trajectoire. Alors, si je l'écris un tout petit peu différemment pour que vous voyez apparaître, c'est moins E sur 2M. Alors, je peux multiplier par grand E en haut. Et en bas, il y a V0 carré cosinus carré alpha. Ça veut dire que c'est le cos. Voilà, donc ça fait ça, fois X carré, plus tangente alpha fois X. Alors, on s'aperçoit que tout ça, là, on connaît tout. Grand E, c'est des valeurs connues. M, V0, cos alpha, tout ça, c'est des valeurs connues, donc ça va être une constante. Donc petit a fois X carré. Plus, tangente alpha, c'est une constante que je peux appeler B fois X. Donc on arrive à cette équation-là, qui est l'équation d'une parabole. D'accord? Alors, on n'a pas de constante C, hein, mais c'est l'équation d'une parabole. Donc, c'est exactement comme dans un champ de pesanteur uniforme, quand on est dans un champ électrique, en réalité. Sauf qu'évidemment, la constante n'est pas la même hein, que dans l'autre cas. Alors, le fin mot de l'histoire, c'était pour savoir à la sortie du condensateur, donc je remonte le schéma, parce que le schéma, il y a tout. On voulait savoir la dernière question, les coordonnées du point S de l'électron hors de la zone entre les plaques. Donc, c'est quand l'électron sort. Donc, par exemple, d'après moi, ce que j'ai noté ici, on pourrait considérer que, hop, à la sortie des plaques, on est là, d'accord, et que mon électron, par exemple, il est là. Donc, ce serait le point S. Désolé, il y a beaucoup de choses qui se superposent. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on veut avoir? Les coordonnées du point S. Alors, je vais juste essayer, hop, pour qu'on voit un petit peu mieux, enlever des petits trucs. Voilà. Voilà. Hop. Donc, nous, on a notre point S qui serait, par exemple, à la sortie, à ce niveau-là. Et on veut ses coordonnées. Ces coordonnées, c'est XS et, si je projette de l'autre côté, tac, 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 YS. D'accord? Alors, XS, c'est facile parce que on a l'origine qui est là. Combien fait cette distance-là entre l'origine et la sortie des plaques? Ça vaut petit L qui vaut 10 cm. C'est ce qu'on nous dit. Donc, XS, c'est bon. Et pour avoir YS, il suffit de trouver le Y de la trajectoire correspondant à cette abscisse-là. Donc, il suffit dans l'équation de la trajectoire de remplacer XS par L, X donc par XS, c'est-à-dire L, et de trouver à quelle ordonnée ça correspond. Alors, on y va. Donc, il suffit d'appliquer sans se tromper.
avec la trajectoire qu'on a. Donc, on calcule YS pour XS égale L. Donc, on remplace dans l'équation de notre trajectoire X par petit l. D'accord, donc ça nous fait ça. Alors là encore, attention, hein, faites gaffe en recopiant, à ne pas se tromper, à ne pas oublier de carré, à bien tout mettre au bon endroit. Ensuite, on remplace par les valeurs. Alors attention, il n'y a pas de problème d'unité normalement. La charge élémentaire ici en coulombs, 2 fois la masse en kilos, 9,11 10 - 31. La valeur de E en volts par mètre, 4,43 10 puissance 4. Alors, la distance, L, attention à mettre en mètres. Donc, 10 cm, ça fait 10 10 - 2 mètres au carré. V0, c'est 3 10 puissance 7 mètres par seconde. Et oui, ça va très vite. Hein. Donc, à laisser en mètres par seconde à mètre au carré. Et le cosinus alpha, c'est cosinus 30 degrés au carré. Attention à être en degrés sur votre calculette, sinon ça ne marche pas. Plus tangente 30 fois L en centimètres. 10 10 - 2. OK ? Je ne sais pas pourquoi je mets des parenthèses, c'est juste pour le petit l. Si vous faites ce calcul correctement, donc attention, hein, c'est un gros calcul à faire sur la calculette, on trouve le résultat en mètres et on doit trouver 1 10 puissance moins 4 mètres, ce qui serait 10 10 puissance moins 3 mètres, ce qui serait 10 millimètres. D'accord? Donc ça voudrait dire qu'à la sortie, l'abscisse, bon, bah, donc c'est 10 cm et l'ordonnée, ce serait 10 mm. Donc ça veut dire qu'en fait, notre électron, il sortirait donc par là, c'est-à-dire qu'il sortirait à 10 mm de hauteur et bon, à l'abscisse qu'on est là. Donc il ne serait pas descendu en dessous de l'axe encore. D'accord? Bon, la vitesse est très grande, hein, donc du coup, hop, il sortirait par là. Très très près de l'axe des abscisses, mais il sortirait par là. Voilà, donc vous êtes censé savoir étudier un mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, mais également dans un champ électrique uniforme. Et la technique est toujours la même. Il faut être des plus rigoureux possibles, hein, pour éviter les petites erreurs. Voilà, bon courage à tous.